Nous commençons notre petite réunion qui va durer seulement 3/4 d'heure et qui porte sur la rénovation énergétique, la transition écologique et les solutions de formation et de transfert de compétences. Mon nom est Pascal Poggi, je suis journaliste, je vais animer la réunion, ce qui veut dire surtout que je vais mesurer le temps des 3 interlocuteurs avec une férocité sans exemple. Et nos 3 interlocuteurs sont, en commençant par ma gauche, Hervé Dagan, responsable des observatoires études à Constructis. Constructis, il expliquera ce que c'est. Et en même temps, il nous expliquera le vocabulaire de la formation, qui n'est pas tout à fait connu. Ensuite, à ma gauche, à ma droite, tout au bout, Monsieur Yéguéyan. J'ai dû apprendre la prononciation correcte de son nom. Bravo. Il faut dire que sinon, il m'avait menacé de... Bref. De se fâcher avec la communauté arménienne, et donc je lui ai Voilà. évité ça. Et il est directeur national du développement de l'AFPA. Et enfin, Jocelyn Gac, qui est directeur du Collège des métiers chez les Compagnons du Devoir. Nous commençons tout de suite par Constructis et sa présentation de maintenant 14 minutes maximum. Bonjour à tous, donc Hervé Dagan, je suis de l'OPCO Constructis. Alors déjà, première question, c'est est-ce que vous connaissez l'OPCO Constructis? Vous savez ce qu'est un OPCO? Alors je ne pose pas la question à mes collègues qui sont dans la salle. Donc l'opérateur de compétences, c'est l'organisme qui finance la formation professionnelle. Donc à la fois la formation continue, mais aussi l'alternance, donc tous les contrats d'apprentissage à la formation continue, si vous êtes salarié d'une entreprise du bâtiment, passe par votre OPCO, votre opérateur de compétences qui s'appelle Constructis. Donc on a un stand qui est juste à côté, là, qu'on partage avec le 3CA BTP. Donc on vous invite à venir le visiter, à venir nous voir pour qu'on vous présente tout ce qu'on peut vous proposer. Et donc on est d'abord un financeur évidemment, mais pas seulement un financeur, on a aussi un rôle d'accompagnement, de conseil. Donc on a des conseillers formation qui sont sur le territoire, qui viennent voir toutes les entreprises. Alors pas toutes évidemment, parce qu'il y a 250 000 entreprises dans notre périmètre sur tout le territoire national, mais en tout cas qui vont voir régulièrement les entreprises pour parler formation, pour parler montée en compétences, pour parler alternance, pour encourager l'employeur à recruter un apprenti par exemple. Et voilà, on pourra vous montrer tout ce qui est du champ des possibles. Une chose à bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas des listes de formations précises qu'on peut financer et d'autres qui ne se financent pas. Toutes les formations, à partir du moment où elles répondent à la définition d'une action de formation, peuvent être financées par Constructis. Simplement, il y a quand même des conditions de prise en charge pour ça. Ce n'est pas non plus open bar, on finance tout. Il y a évidemment des contraintes financières, donc des conditions de prise en charge qui sont définies. Mais tout type de formation, que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine du management, dans le domaine des langues, dans le domaine je sais pas, de la gestion de projet, du commercial, voilà, peuvent être prises en charge par votre OPCO. Et donc, je vous invite évidemment à vous tourner vers le conseiller formation qui couvre votre territoire. On a des conseillers dans chaque département et qui pourront répondre à toutes vos questions. Alors après, je fais juste un petit focus sur le sujet de la transition écologique et de la rénovation énergétique des bâtiments, parce que c'est quand même le sujet là, de cette table ronde. L'OPCO de la construction a vraiment fait le choix depuis maintenant 2 ans, je dirais, de mettre le paquet, pour parler un peu directement, sur ce sujet de la transition écologique et de l'accompagnement des entreprises du bâtiment sur ce sujet de la transition écologique, au sens large, et notamment sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc pour ça, on a développé depuis à peu près 18 mois toute une offre de services très spécifique sur ce sujet-là, qu'on pourra vous présenter encore une fois si vous passez prendre le café sur le stand de Constructis, avec des choses donc, qui relèvent plutôt de la sensibilisation pour commencer, pour faire un peu une première approche, une première entrée sur le sujet. Donc on a des outils de diagnostic en ligne qui peuvent se faire en 5 minutes et qui vous permettent de vous positionner un peu sur ce sujet en partant vraiment de votre activité concrète. Comment est-ce que vous vous positionnez sur ce sujet de la transition écologique? Donc on a un outil qui s'appelle EasyDiag qui se passe très rapidement et qui va vous donner un premier résultat on va dire, de positionnement par rapport à ça. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin dans l'accompagnement, on a d'autres dispositifs, d'autres actions, d'autres outils à vous proposer, avec des outils de diagnostic un peu plus approfondis
qui peuvent vous être, on va dire, débriefés par un conseiller formation, donc un expert de chez nous, qui va, à partir de votre activité, dire voilà sur quoi vous pourriez travailler, par exemple, pour développer des écomatériaux ou pour, par exemple, développer l'éco-conduite dans votre entreprise, pour mieux mettre en avant certains des procédés de construction que vous pourriez proposer à vos clients et qui seraient moins gourmands en énergie, moins polluants, etc. Nous, notre rôle à nous, OPCO, c'est d'aller sur le sujet de la formation, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons techniquement vous dire comment faire sur vos chantiers. Par contre, on va pouvoir vous dire comment former vos équipes, où trouver un organisme de formation et comment vous y retrouver dans, on va dire, le maquis qui peut être parfois, en tout cas vu comme ça, des dispositifs de la formation. On a un dernier outil qui peut vous être proposé, et je finis en 30 secondes. Ok. C'est alors cette fois un accompagnement un peu plus poussé qui peut vous être proposé également. Donc on appelle ça le Jack Performance. Donc là l'idée c'est d'envoyer un cabinet qui est plutôt spécialisé sur l'accompagnement en termes de ressources humaines, qui vient dans votre entreprise faire un diagnostic. Et après ce diagnostic, il peut intervenir, donc ça c'est pris en charge par l'OPCO, jusqu'à 6 jours dans votre entreprise pour mettre en place un plan d'action, toujours dans le champ des ressources humaines, de la formation, des compétences, mais pour vous accompagner dans ce sujet de la transition écologique. Donc c'est celui qu'on appelle le Jack Perf Transition écologique, comme son nom l'indique. Il vise à intervenir sur cette dimension-là, vraiment accompagner l'entreprise du diagnostic jusqu'à la mise en œuvre d'un plan d'action. J'ai regardé par exemple des diagnostics qu'on a fait avec une entreprise de peinture très récemment en Occitanie. Voilà, l'entreprise, elle part vraiment de son activité concrète. Elle dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour avoir des peintures qui soient bas carbone ou moins polluantes? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux recycler mes produits? Comment est-ce que je peux mieux mettre en avant, quand je réponds à des appels d'offres, à des marchés publics par exemple, le fait que j'utilise des produits moins polluants, le fait que, par exemple, j'adhère à une entreprise qui recycle les déchets de chantier, par exemple. Et nous, voilà, on va faire ces constats-là avec l'entreprise, mettre en place un plan d'action en priorisant un peu ce qui est possible de faire ou ce qui semble trop compliqué. Et suite à ça, dire, sur tel point, là, vous pouvez, par exemple, vous former, vous pouvez envoyer votre chargé d'affaires se former sur telle ou telle thématique. Donc voilà, très rapidement, quelle est cette offre de service? C'est vraiment un axe très important pour l'OPCO. On dit qu'on va être l'OPCO numéro 1 de la transition écologique, et en tout cas, on se donne les moyens pour ça. Et on y œuvre chaque jour. Après, pour revenir sur le sujet plus spécifiquement de la formation, comme je vous disais tout à l'heure, tout est ouvert en termes de formation et de financement par l'OPCO. Simplement pour vous donner quelques chiffres pour ce qui est par exemple des formations en lien avec la transition écologique, on finance environ 30 000 stagiaires. C'est environ 30 000 stagiaires dans tous les adhérents, les salariés des entreprises du bâtiment, des travaux publics, qu'on envoie chaque année, dont on finance la formation chaque année sur le sujet de la transition écologique. Et dans ces 30 000, vous en avez environ 20 000 qui sont dans le champ de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc ce sont des formations, on a beaucoup d'installateurs et de mainteneurs de pompes à chaleur, du solaire thermique, photovoltaïque, des formations FIBAT. Vous connaissez certainement le dispositif FIBAT pour les artisans du bâtiment, dont on est un des cofinanceurs, Constructis. Et puis, oui. D'accord. Alors FIBAT, c'est un dispositif qui a été mis en place par les pouvoirs publics et les organisations professionnelles du secteur du bâtiment et qui est en fait un ensemble de modules de formation pour les professionnels du bâtiment sur le sujet de la rénovation énergétique. Donc il y a le module le plus suivi, le plus connu, il s'appelle le module Rénov'. C'est un module qui se fait en 2 jours. Et lorsque l'entreprise a passé ce module Rénov', ça lui permet d'avoir le label RGE, qui est du coup un avantage pour aller sur certains marchés, notamment lorsque le client bénéficie des aides de l'État. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des Rénov', pompes à chaleur, FIBAT, pompes à chaleur. Il y a toute une. Mais je sais que FIBAT est représenté ici et qu'il y aura des présentations beaucoup plus précises que celles que je peux vous faire. Mais en tout cas, c'est un dispositif très connu par les artisans du bâtiment. Et puis un point important sur la rénovation énergétique, c'est qu'il y a certes des compétences métiers à maîtriser, des formations métiers à connaître, donc sur les pompes à chaleur, sur les équipements, sur quels sont les meilleurs matériaux, quelles sont les techniques d'isolation à bien maîtriser. Mais un point important qui a été montré par une étude de l'Observatoire des métiers du BTP, ça me donne l'occasion de faire un petit focus sur cet observatoire, qui est un observatoire des partenaires sociaux du BTP, que j'anime pour le compte des partenaires sociaux.
Et ce qu'avait montré cette étude, c'est que la rénovation énergétique, ce sont certes des compétences techniques pour bien maîtriser évidemment la compétence métier, c'est ce que l'entreprise va vendre à ses clients, mais ce sont aussi beaucoup de compétences en termes de relations commerciales, de service aux clients. Il faut savoir vendre le chantier de rénovation, et on ne vend pas tout à fait de la même manière qu'on vend un chantier de neuf. Il faut accompagner les clients, leur expliquer de quelles aides ils peuvent obtenir, leur montrer voilà, les qualités respectives de tel équipement, de telle pompe à chaleur. Est-ce qu'on va combiner la pompe à chaleur avec un chauffage au gaz ou avec un panneau photovoltaïque? Comment est-ce qu'on va, quel type de matériaux on va utiliser? Et tout ça, ça nécessite une montée en compétences importante pour nos entreprises et notamment de renforcer cette notion de conseil du client, de service au client, qui est un point très important dans les chantiers de rénovation. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. Ou alors FIBAT, ça s'écrit F2EBAT. Voilà, FIBAT. On prononce à l'anglaise, quoi. Voilà, merci. Avez-vous des questions sur cette première intervention? Bon. J'aurais dû désigner des comparses dans la salle pour poser des questions. Parce que là, ça fait pas tout à fait sérieux quand même. Vous, monsieur, qui souriez là, vous avez certainement quelque chose de rentré à demander? Non? Oui? Vous, là-bas non plus? À ce compte-là, s'il n'y a pas de questions, nous passons à la seconde intervention qui est celle de Jocelyn Gac, des Compagnons du Devoir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être, avant de parler au nom des Compagnons du Devoir, vous présentez quand même ce que sont les Compagnons du Devoir. Donc les Compagnons du Devoir, on est avant toute chose une association de loi 1901. Et comme toute association, on a un objet qui est de permettre à chacun et chacune de s'épanouir dans et par son métier. Ce qui veut dire que notre proposition chez les Compagnons du Devoir n'est pas uniquement une proposition de formation, mais une proposition qui s'articule autour de 3 piliers qui sont l'apprentissage d'un métier. Donc, vous notez que je parle bien d'apprendre un métier, pas forcément de se former à un emploi. Chez les Compagnons, on y fait quand même une différence assez certaine. Se former à un métier en voyageant, que ce soit en France ou à l'international, et en vivant en communauté. Ces 3 piliers-là sont une proposition qu'on considère, je vais dire, atypique, pour permettre à des jeunes hommes et des jeunes femmes d'apprendre en rencontrant leurs pairs, en rencontrant des gens plus anciens, qui sont sur leur parcours, qui jalonnent leur parcours pour leur transmettre leurs connaissances, et puis de devenir, comme on le dit chez les Compagnons, ouvert à la cité et capable en son métier. Alors, donc, ça existe depuis quand? Alors, l'association ouvrière des Compagnons du Devoir, elle date de 1941, mais le compagnonnage, lui, est bien plus ancien. Entre les légendes et les premiers faits d'histoire, on est à quelques siècles. Mais l'association en tant que telle, elle existe depuis un petit peu plus de 80 ans. Et le collège des métiers que j'anime également, le collège des métiers chez les Compagnons du Devoir, c'est tout ce qui va toucher à la prospective, à la recherche et au développement et à la formation. Donc, dit autrement, mon travail, c'est de faire en sorte qu'on puisse anticiper les transformations qui vont nécessairement se produire dans les métiers. On va parler de rénovation énergétique juste après, mais aussi de s'assurer que la formation soit conforme aujourd'hui et sur tout le territoire. Pour en revenir au sujet un petit peu plus précis qui nous concerne aujourd'hui, on est un peu taquin chez les Compagnons et on aime bien dire chez les Compagnons, rénovateur énergétique, c'est pas un métier. Ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas que certains le pratiquent, c'est pas du tout pour opposer, mais c'est surtout pour rappeler que chez les Compagnons, on forme à des métiers. Donc, à des métiers qui sont concernés par la rénovation énergétique, comme le métier de maçon, comme le métier de plâtrier, comme le métier de plombier chauffagiste. Donc ces métiers-là, aujourd'hui, chez les Compagnons, on continue à y former, mais sans se dire, demain, on va faire un tour de France. Vous me posiez la question quand on préparait l'intervention. Demain, il n'y aura probablement pas un tour de France des rénovateurs énergétiques. Par contre, continuer à former les maçons et tous les autres corps de métiers qui sont concernés par la rénovation énergétique à ces compétences transverses, ça c'est vraiment notre manière de faire. Et je vais aller un petit peu plus dans le détail. Avant, quand même, je voulais rappeler quelque chose parce que en ce moment, mais c'est pas nouveau, juste en ce moment, ça va un petit peu plus vite. Les métiers bougent, les métiers se transforment, les métiers du bâtiment
d'une part, mais aussi les métiers de l'industrie et d'autres métiers. Et quand je parle de ces transformations de métiers, je reprends souvent un exemple, alors qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec le bâtiment, vous m'en excuserez, mais le métier de carrossier. Le métier de carrossier, à la base, formait des carrosses en bois. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'un carrossier répare des voitures, construit des véhicules. Donc, ce qui est important ce que je veux exprimer par là, c'est de dire les métiers ont toujours évolué, ont toujours bougé, et ce qui est en train de se passer avec la rénovation énergétique, certes, va conduire à avoir beaucoup de nouvelles compétences dans des métiers traditionnels, peut-être l'émergence de nouvelles activités. On voit de plus en plus d'entreprises générales du coup de la rénovation. Voilà, ça crée des nouvelles activités. Bon, après, chez les compagnons, notre posture, c'est que ça ne crée pas de nouveaux métiers, mais si d'autres ont envie d'en inventer, j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on propose en matière de formation chez les compagnons? Sur les sujets de la rénovation énergétique, comme pour le reste d'ailleurs, on pousse et on tire. On pousse avec la formation initiale, avec l'apprentissage, avec des jeunes qui entrent sur le marché du travail, et on tire avec la formation continue. Alors, notre proposition, elle est articulée autour de l'apprentissage, formation initiale, et la formation continue. La formation continue, chez les compagnons, c'est des jeunes ou moins jeunes qui ont plus de 25 ans et qui ne partiront pas sur le Tour de France parce qu'ils ont d'autres objectifs de vie. Donc, la formation initiale, sur la rénovation énergétique, comme sur d'autres domaines transverses, comme le numérique, comme l'écologie, l'énergie, l'environnement, on a pris un parti. Notre parti, c'est de dire on ne va pas former des personnes spécifiquement à une technique de la rénovation énergétique, mais on va adapter l'ensemble des techniques d'un métier au contexte de la rénovation énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais rester sur mon exemple de maçon. Vous ne m'en voudrez pas pour les autres corps d'État, mais moi, ça me facilite un petit peu l'intervention aujourd'hui. Dans le métier de maçon, dans le CAP maçon, dans le brevet professionnel maçon et dans tous les autres titres, diplômes et autres certifications des métiers de la maçonnerie, il y a des compétences qui nécessitent d'avoir le domaine spécifique de la rénovation énergétique. Et ce que nous sommes en train de faire comme travail, c'est de prendre l'ensemble des référentiels de l'ensemble des diplômes des métiers du bâtiment et de regarder qu'est-ce qui est spécifiquement touché par la rénovation énergétique et de l'adapter. Ça, c'est pour la formation initiale. Par ailleurs, pour la transition écologique et plus largement le développement durable, on a aussi créé des contenus en e-learning pour que les jeunes qui suivent une formation chez les compagnons puissent justement, en autonomie, pouvoir être sensibilisés, formés aux enjeux aux enjeux du développement durable et de la transition écologique. De manière générique, dans le métier, c'est à travers le métier qu'on va transmettre, par exemple, le fait de savoir gérer une interface entre le mur et la fenêtre. Ce qu'on essaye de leur apprendre par l'intégration de ce domaine transverse dans leur formation, c'est qu'il faut collaborer avec les autres États. Donc ça, c'est une chose. On leur fait, parfois on y arrive, parfois c'est plus compliqué, faire des maquettes communes avec d'autres métiers. Je prends souvent cet exemple-là quand je parle de rénovation énergétique. Le problème, c'est jamais la fenêtre, c'est jamais le mur. C'est les 5 mm qui est entre la fenêtre et le mur. Des fois, ça fait 2, des fois, ça fait 1 cm. Et c'est ces 5 mm qui appartiennent à personne, finalement. Où est le problème? Donc nous, dans notre manière de transmettre aux plus jeunes, c'est de prendre les diplômes tels qu'ils existent et de les aménager pour qu'ils puissent avoir ces notions de rénovation énergétique dans leur cursus. Pour la formation continue, c'est plus difficile, c'est plus complexe. Les entrepreneurs, j'imagine que parmi vous, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire sortir son ouvrier, son ouvrière pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc on est obligé de faire ce que moi je qualifie d'acupuncture. Donc c'est d'identifier avec l'entreprise ce dont l'entreprise a besoin, quelle technique l'entreprise va avoir besoin d'acquérir. Est-ce que c'est pour un nouveau chantier? Est-ce que c'est pour juste une montée en compétences de certaines équipes dans l'entreprise? Alors, ça ne concerne pas directement la rénovation énergétique, mais c'est quand même très en lien avec une entreprise de pose de panneaux solaires qui s'appelle Ecolis en Hauts-de-France. On avait travaillé avec l'entrepreneur pour qu'on puisse faire des modules pour que toutes ces équipes soient formées à des techniques de pose de panneaux solaires de manière similaire. Donc en fait, c'est ce qu'on a appelé, nous, une formation à façon.
Ça a plutôt bien marché. Je ne vous cache pas que c'est très très difficile à vendre. Il faut vraiment que l'entreprise elle ait soit le parti pris de faire monter en compétence ses équipes, soit des nouveaux chantiers qui nécessitent d'avoir des compétences qui ne sont pas encore dans l'entreprise ou pas assez diffusées au sein de l'entreprise. On a même été avec cette entreprise à ce que un de ses chefs d'équipe co-anime la formation avec notre formateur. Parce qu'il y avait aussi des techniques spécifiques à l'entreprise que lui maîtrisait. Donc ça, j'ai envie de dire, pour les entreprises, c'est l'idéal. Après, il faut avoir le besoin, l'envie, la possibilité de se libérer. Voilà, on sait que les heures, elles sont comptées. Hein. Enfin, j'ai moi-même été quelques années à mon compte. On voit bien que c'est quand même assez difficile de se former. Et puis, un dispositif qui me semblait intéressant de partager avec vous, parce que la rénovation énergétique, comme un certain nombre de sujets, nécessite de la transversalité entre les métiers. Et la transversalité entre les métiers, ça ne se décrète pas. Ça s'apprend. Et d'ailleurs, c'était avec Constructis en Hauts-de-France qu'on avait fait ce dispositif. C'est la formation intégrée au travail. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. La formation intégrée au travail, c'est d'amener un plateau technique, bon, c'est un container aménagé, hein, sur le chantier, de mettre dans les pièces écrites de l'opération qu'il y a dans l'opération une formation obligatoire mais financée, donc l'entreprise a un financement pour ses salariés et le coût pédagogique est pris en charge, notamment par Constructis. Et l'idée, c'est de faire intervenir le maçon, le menuisier, le serrurier et d'autres corps d'État pendant la même formation et dans le contexte qui est celui du chantier dans lequel ils vont intervenir juste après. Alors ça marche plutôt bien. On l'a fait sur 2 thématiques. L'étanchéité à l'air, là ça a vraiment très bien marché. Pour celles et ceux qui ont fait de l'étanchéité à l'air, vous savez que vous êtes obligé de dialoguer avec votre voisin. Si vous voulez pas que le plâtrier il perce là où vous avez mis votre étanchéité à l'air, il faut qu'il sache qu'il y a quelque chose et il faut que vous sachiez le lui dire. Et du coup, ce dispositif a quand même permis à, j'ai pas de chiffres, je vous le dirai pas, mais à un certain nombre d'entreprises, d'architectes et de maîtrises d'ouvrage de se former ensemble. Ça, c'est quand même super intéressant. Il y a des agents techniques de municipalités qui avaient, après l'entretien du bâtiment, qui sont venus se former avec les équipes. Et on l'a fait aussi dans le cadre un peu plus spécifique du bassin minier des Hauts-de-France sur l'usage du chanvre en rénovation, que ce soit en plaque ou projeté. Voilà, donc juste pour résumer, parce que je pense que je ne dois pas être très loin, c'est ça, je dois pas être très loin du temps, bien accompagner la formation initiale, parce que ce sont ces jeunes-là qui seront les entrepreneurs de demain, il y en a quand même dans la salle, quelques-uns, et aussi bien accompagner les entreprises. Alors je le dis un peu en souriant parfois, pour qu'il n'y ait pas trop de décalage entre ce qu'on apprend aux jeunes et ce qui se pratique vraiment sur les chantiers. Parfois on a des surprises de jeunes qui reviennent en CFA qui nous disent ouais mais attends, à la boîte ils m'ont dit de surtout pas faire ça. Oui ben voilà, c'est un peu l'inconvénient d'essayer de regarder un petit peu plus loin et de transmettre aux jeunes le métier tel qu'il sera pratiqué plutôt dans 5 à 10 ans. C'est pour ça que dans mon activité, j'ai aussi une activité de prospective et la réalité du chantier. Bon, alors il se trouve que chez les compagnons, les formateurs sont très souvent des jeunes qui sont issus du chantier, donc le décalage n'est pas si fort que ça. Voilà, donc former les jeunes et accompagner les plus anciens à monter en compétences. Avez-vous des questions pour les compagnons du devoir? Pas tous ensemble, sinon on ne va pas y arriver. Encore... Ah, une question. Bonjour, Pierre Segaud, je suis économiste de la construction et je suis assez intéressé par ce que vous avez dit sur le plateau technique qui doit être intégré aux pièces écrites. Dans le cadre de marchés publics, comment est-ce que ça se passe? Vous êtes obligé de contacter aussi la maîtrise d'ouvrage qui doit être partie prenante, je suppose? Ouais, complètement. Alors, c'était pas le rôle de l'organisme de formation Compagnon du Nord, mais je peux répondre à votre question. C'est Constructis avec le C2E, qui est un centre de ressources à l'éco-transition dans les Hauts-de-France, qui ont démarché des maîtrises d'ouvrage et qui soit des maîtrises d'ouvrage publiques ou privées et qui justement ont travaillé suffisamment en amont avec ces maîtrises d'ouvrage pour que ce soit intégré au final dans les pièces écrites et effectivement il y a tout un travail de prescription qui est quand même important et
je vais le dire presque, heureusement que c'est pas l'organisme de formation qui a eu ce travail de prescription à faire, parce qu'en fait, c'est pas notre métier. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça met du temps à se déployer. J'allais dire ça peine à se déployer. C'est pas complètement exact, mais ça met du temps à se déployer parce qu'effectivement, il y a un rôle inhabituel parce que le client d'un organisme de formation, c'est jamais une maîtrise d'ouvrage ou très rarement une maîtrise d'ouvrage. C'est pas des chefs d'entreprise à qui on a l'habitude d'aller proposer des plans de montée en compétences. Là, on a affaire à des gens qui construisent un bâtiment, quoi. Voilà. Alors même si on n'est pas très éloigné de la technique, c'est pas le même écosystème, c'est pas le même langage. Et heureusement que Constructis avait fait ce travail-là avec le CD2E. Les deux exemples que vous avez cités se passent dans les Hauts-de-France. Est-ce qu'il y a un dynamisme et un volontarisme particulier à ce propos ? Oui, j'ai oublié de le préciser. Il y a chez les Compagnons du Devoir, on a ce qu'on appelle des pôles multicompétences. En 2008, on s'est rendu compte qu'il y avait des domaines transverses, comme la gestion des process, comme le numérique, la santé, la sécurité, l'ergonomie, l'énergie, l'environnement. Ces domaines transverses venaient de plus en plus influencer la pratique de nos métiers, pour ne pas dire parfois même impacter. Et on a créé du coup ce qu'on appelle des pôles multicompétences, qui sont à la fois des centres de recherche et d'expérimentation sur ces domaines transverses. Et le pôle énergie-environnement des Compagnons du Devoir est dans les Hauts-de-France. Et il se trouve que, en plus d'avoir implanté notre pôle multicompétences énergie-environnement dans les Hauts-de-France, on a aussi profité d'une dynamique assez singulière des Hauts-de-France, parce qu'il y a la dynamique REV 3, enfin troisième révolution industrielle, il y a le CD2E qui est un partenaire de longue date, et un certain nombre d'acteurs qui sont quand même très actifs sur ces questions. Alors n'hésitez pas à dérouler tous les sigles. CD2E, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est un centre. Alors, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai pas l'acronyme. C'est un centre d'accompagnement des éco-entreprises. Voilà. C'est comme Ecopolis en Ile-de-France. J'ai perdu le nom. Il y a un réseau de. Je sais pas si tu connais pas. Il y a un réseau de centres de ressources. Voilà, un réseau de centres de ressources qui a lieu. Il y en a un dans chaque grande région. Voilà. Une autre question ? S'il n'y en a pas, nous passons donc la parole à l'AFPA et M. Yeguiyan. Oui, bravo pour la prononciation. Bonjour à toutes et à tous. C'est rassurant quand j'écoute Jocelyn, parce que je me dis qu'on est à peu près sur la même ligne. Et en même temps, c'est rassurant parce que forcément, on a une pédagogie et une approche différentes. L'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, je devance votre question, a été créée juste après la guerre. C'est important parce que la création de l'AFPA est liée à la reconstruction du pays. Il fallait reconstruire le pays rapidement, et on a d'une certaine manière inventé une pédagogie qui tourne beaucoup autour du geste professionnel, mais je suis à peu près sûr qu'on s'est aussi un peu inspiré de la pédagogie des Compagnons du Devoir, entre autres. Il y a une question qu'on pose peut-être pas assez, c'est aujourd'hui, pourquoi on parle autant de transition écologique et de rénovation énergétique ? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait s'en passer ? Nous, on pense que non. On pense que non pour tout ce qu'on entend. On pense que non par rapport à toutes les personnes qui vivent dans des conditions difficiles, dans des passoires thermiques. Et les passoires thermiques, elles peuvent être aussi bien des passoires thermiques liées au froid ou liées à la chaleur. On pense que non au regard de la planète. Et on pense qu'aujourd'hui, la question de la transition écologique et énergétique est un enjeu vital. C'est un fait générationnel aussi. Je vois qu'il y a des étudiants qui sont ici. On ne peut absolument pas faire l'impasse. Et puis, quand on parle de transition écologique et énergétique sur des métiers qui sont passionnants, mais qui parfois souffrent d'attractivité, c'est aussi un renfort d'attractivité. Finalement, on a un peu parlé là, depuis ce matin, on a, sans évoquer le mot, qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a aujourd'hui des entreprises qui sont obligées de répondre à des critères RSE. Alors, responsabilité sociétale de l'entreprise, ça veut dire RSE. Hier, je dînais avec
plusieurs entreprises du bâtiment qui travaillent sur le photovoltaïque, qui ont des commandes de grands comptes, notamment des hypermarchés, qui ont besoin de mettre des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Pour les hypermarchés, c'est une manière de répondre à la politique RSE, mais ce qu'ils demandent aux entreprises, c'est des gages concernant l'appropriation de cette politique RSE. Donc vraiment, je crois qu'il y a vraiment un sujet RSE qui fait qu'aujourd'hui aussi, la question de la transition écologique et de la rénovation énergétique est un incontournable. Pour les étudiants qui sont là, vous avez une étude de la DARES, ils sont plutôt sérieuses, qui dit que d'ici 2030, c'est près de 188 000 nouveaux emplois qui vont être créés. Jocelyn l'a un peu dit, et moi je vais le redire un peu, ou alors tu me contrediras, mais on est à peu près sûr que c'est peut-être moins des emplois qu'on va inventer plutôt que de nouvelles compétences. Tu parlais des carrossiers, moi j'ai parlé de l'hydrogène. Aujourd'hui on travaille beaucoup sur le sujet de l'hydrogène, c'est pas le sujet du moment, mais sur l'hydrogène, notre travail ça consiste à hydrogénéiser les compétences. En clair, on va apprendre à des soudeurs à utiliser de l'hydrogène. Et on pense que c'est à peu près la même chose aujourd'hui pour les métiers. C'est comment le plaquiste va intégrer des compétences transition écologique, rénovation énergétique, comment le couvreur. Et puis derrière, même si ça fait aujourd'hui beaucoup débat, c'est comment une entreprise va essayer de mixer les métiers. Par exemple, on a créé une formation qui s'appelle installateur en système photovoltaïque. L'installateur en système photovoltaïque va faire à la fois de l'électricité, va faire de la couverture et va aussi poser et faire les connexions. Et il va être un connecteur. Voilà. Donc, on pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de besoins qui sont concentrés sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur les énergies renouvelables, sur l'ingénierie et les conceptions. À chaque fois, ce sont sans doute moins des métiers que des compétences émergentes. Alors la formation dans tout ça, qu'est-ce qu'elle vient faire ? L'AFPA forme chaque année, on est le premier organisme de formation professionnelle en France, l'AFPA forme chaque année 30 000 personnes pour les métiers du BTP. Et aujourd'hui, quand on regarde comment on forme par rapport à il y a 20 ans, il y a 40 ans, force est de constater qu'heureusement, on forme d'une manière différente. Jocelyn vous a raconté la belle histoire, comment on est passé du carrossier avec le carrosse en bois avec le carrosse en métal. En fait, nous, on est absolument convaincus que la compétence est un objet vivant. On ne peut pas résoudre la compétence à un moment donné et d'une certaine manière, on ne doit pas arrêter de faire évoluer cette compétence. Donc dans formation, il y a transformation. Et je pense que c'est aussi pour cela que les entreprises et les personnes viennent nous voir. C'est pour organiser cette transformation, ce passage d'un moment à un autre. Passer de la culture du moellon aux matériaux biosourcés, ça ne se fera pas en quelques mois. Forcément, ça nécessite du temps, forcément, ça nécessite de l'argent, forcément, ça nécessite de travailler sur des modèles économiques pour les entreprises, mais forcément aussi, il y a toute une génération qui pousse, qui est là pour ne plus construire, pour construire avec des normes environnementales qui respectent comme le nom veut le dire, qui respectent les bases mêmes de l'environnement. Alors, nous, notre métier, c'est de former, donc c'est forcément de transformer et d'aider les entreprises à franchir des caps. Aujourd'hui, on a 3 piliers, à savoir la transition énergétique dans le BTP. Donc c'est l'ensemble des évolutions, des installations pour consommer moins et mieux. On a une deuxième gamme qui est la rénovation énergétique pour rendre les bâtiments moins énergivores. On pense beaucoup et on est très proche, par exemple, de Stop Exclusion énergétique pour tout ce qui concerne l'amélioration de l'habitat pour les personnes qui ont besoin de réformer leur habitat. Et puis enfin, on a beaucoup de chantiers sur la construction durable. Alors pour nous, c'est encore en cours, mais comme vous pouvez le voir là sur le PowerPoint, mais je pense que là, et c'est ce qui est passionnant quand on travaille dans la formation, c'est de se dire qu'on travaille en permanence sur un objet vivant et on ne peut pas satisfaire à un moment donné de se dire voilà, on y est arrivé, forcément on va continuer à se transformer. On a une articulation commune, c'est-à-dire que notre approche elle est forcément diversifiée.
On a d'abord une approche avec l'alternance, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Mais pour tous les métiers qu'on propose, alors les métiers, c'est plus de 100 métiers aujourd'hui sur la transition écologique et énergétique. Donc ça veut dire plus de 100 formations. Donc on a proposé des formations en alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Ça c'est surtout pour des personnes qui vont rentrer sur les métiers. On a bien sûr tout un programme autour du plan de développement des compétences pour permettre aux entreprises soit de gagner en compétences, faire gagner en compétences leurs salariés, mais de plus en plus on travaille aussi sur la polycompétence des personnes pour qu'elles puissent avoir un plus grand spectre de compétences. Et je pense que ça, c'est un mouvement qui est amorcé. On ne l'a pas dit, mais vous l'avez peut-être lu dans l'actualité, il y a parfois des difficultés dans la construction et on ne peut pas ne pas imaginer la formation aussi comme un outil de reconversion. Et pour des personnes qui travaillent dans la construction, qui vont être privés de leur emploi, avoir des dispositifs de formation qui leur permettent de pouvoir changer de métier facilement, ça c'est des choses par exemple qu'on organise quand on organise la montée en compétences des formations, des personnes. Jocelyn en a parlé, Constructis en a parlé, avec FIBAT. Il y a bien sûr toute la réglementation qui est indispensable, réglementation parfois nécessaire pour bénéficier des aides de l'État, et l'AFPA a une proposition sur la réglementation. Aujourd'hui, sur la transition énergétique, c'est 14 formations en alternance, 34 blocs de compétences. Alors qu'est-ce qu'on appelle des blocs de compétences ? Je pense qu'une de nos petites révolutions dans la formation aujourd'hui, c'est de ne plus lire les métiers d'une manière verticale. Il faut faire très attention. Et on va lire les métiers d'une manière horizontale. En clair, peut-être que ce qui intéresse les entreprises, c'est bien évidemment d'avoir quelqu'un qui techniquement assure, qui possède son métier, mais qui en même temps va pouvoir justifier de compétences complémentaires, y compris les fameux soft skills, les compétences douces pour une personne. Donc on lit à la fois les métiers d'une manière verticale, mais de plus en plus d'une manière horizontale, en se disant, et si on privilégiait parfois les compétences plutôt que le simple métier. Sur notre offre transition énergétique, je vous donne un exemple. On intervient pour le génie climatique sur les études, les installations, l'exploitation. On va retrouver ici, par exemple, plombier chauffagiste, mais pour le métier de plombier chauffagiste, on va être capable, pardon, vous ne voyez peut-être pas grand-chose, mais pour le plombier chauffagiste, on va par exemple mettre des éléments qui seront liés à la transition écologique et énergétique. Voilà. Je pense que j'ai encore un peu de temps. Alors, je vais passer vite sur les... Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur la... Qu'est-ce que je vais vous prendre comme exemple ? Je vais rester sur le génie climatique et le génie électrique, peut-être, en évoquant les pompes à chaleur. Non, je vais m'arrêter là et je vais répondre à des questions s'il y a des questions. Avez-vous des questions sur l'intervention de l'AFPA ? Il nous reste encore 7 minutes, vous pouvez y aller. Hein. Bon. C'est l'éloquence. Vous avez tout dit, tout le monde a tout compris. Je ne sais pas. Jocelyn, tu as une question ? Non. On travaille beaucoup avec les compagnons du devoir, hein. On a des chantiers communs. Je dirais juste un mot là pour l'OPCO. Ah oui, après on va vous passer la main pour les questions. C'est qu'on... Donc là, il y a 2 organismes de formation qui se sont exprimés. C'est une difficulté souvent pour l'entreprise de trouver un organisme de formation au bon endroit qui fournit la bonne formation. Donc nous, on a fait ce travail-là, notamment sur la transition écologique chez Constructis, de recenser. Donc c'est déclaratif, c'est-à-dire qu'on propose aux organismes de formation de venir se recenser sur notre plateforme. Et ça, c'est disponible sur le site de l'OPCO. Vous pouvez mettre votre région, ce que vous cherchez comme offre. Et vous pouvez trouver les organismes de formation qui ont fait la démarche de se recenser sur la plateforme. Il y avait une question au fond. Il y en avait une devant aussi, je crois.
Bonjour monsieur. Est-ce que dans les formations à la rénovation énergétique, vous mettez l'accent sur les matériaux végétaux ou au moins autant que les matériaux un peu classiques parce qu'ils sont aussi performants, voire plus pour le confort d'été? Les matériaux, pour l'AFPA, il est évident que les matériaux biosourcés font partie aujourd'hui de nos travaux de recherche, sachant qu'on a déjà eu des expériences sur différents matériaux biosourcés, notamment avec le chanvre, par exemple, sur les constructions. Après, c'est toujours la même question, c'est comment, en termes de formation, on rencontre un modèle économique, on rencontre une demande, on rencontre une offre. Mais je vous raconte une anecdote. Le métier de plâtrier a presque disparu. On échange beaucoup avec nos formateurs plâtriers qui adorent l'histoire. Et ils nous racontent comment le plâtre est apparu du temps des Romains, notamment à la fois parce que c'était un matériau qui permettait de lutter contre le feu, et en même temps c'était un matériau qui permettait d'isoler d'une certaine manière les bâtiments. Outre le fait que c'est un matériau pour faire de la décoration qui est juste génial. Donc il y a des vieilles recettes autour des matériaux biosourcés, et en même temps il y a aujourd'hui à la fois un travail de réflexion qui est conduit par nous sur les matériaux biosourcés. Mais comme je l'ai dit, il faut, je crois, accorder beaucoup de temps au temps. Il y a une génération qui est en train d'arriver et on est assez attentif à ça. Donc pour ce qui concerne l'AFPA, oui, bien sûr, les matériaux pour sourcer sont pour nous une priorité, comme d'autres priorités sur la transition écologique et la rénovation énergétique. Et côté compagnon du devoir, on a un parti pris qui est de dire on favorise autant que possible les matériaux biosourcés, mais malgré tout, le métier tel qu'il est pratiqué sur le chantier, c'est pas toujours le métier tel qu'il est pratiqué dans les centres de formation. Et je pense notamment à l'utilisation du polystyrène et autres. Quand on explique à un jeune qu'il est interdit de couper du polystyrène au fil chaud sans avoir toutes les protections nécessaires pour sa santé, ça repositionne aussi le fait que ce n'est pas neutre d'utiliser des matériaux de ce type-là. Et le jeune, c'est souvent des jeunes qu'on forme à ça, c'est d'être sensibilisé aux EPI. Et pour être sensibilisé aux EPI, il faut pratiquer. Donc en fait, la posture, elle est nécessairement double. Équipement de protection individuelle. Ah, pardon. Ouais, bon, autre jour du bâtiment. Donc les équipements de protection individuelle, ils sont nécessaires dans certains cas, que ce soit des biosourcés ou pas d'ailleurs. Et je pense qu'il est aussi nécessaire une isolation en polystyrène mal posée, vaut mieux qu'elle soit bien posée que mal posée, parce que parfois elle est là. Et du coup, il faut ces compétences-là aussi sur les chantiers, en étant attentif à ce que justement l'ensemble du prisme de sécurité soit bien mis en place. Et ça freine, hein, parce que la rentabilité qu'on gagne avec le coût du produit, elle est perdue en s'équipant. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut amener. Et autre chose, nous, on peut le faire parce qu'on a aussi des partenariats avec certains fournisseurs de matériaux biosourcés qui... pour faire la promotion de leurs produits, on va dire, nous les fournit soit pas cher, soit nous les offre. Donc c'est aussi une clé pour le modèle économique des organismes de formation, c'est de développer des partenariats. Oui, bonjour. Moi j'ai une petite question au niveau notamment de la demande des candidats. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de pénurie de main-d'œuvre assez importante? Est-ce que du coup vous arrivez à remplir vos promotions facilement? Et est-ce que du coup l'enjeu de la transition énergétique est quelque chose qui attire beaucoup la nouvelle génération ou pas particulièrement? Oui, c'est pour ça qu'on le met en avant, mais à condition que ce soit quelque chose de concret, que ce ne soit pas que de la communication ou de la publicité, parce qu'après on ne peut pas duper les personnes. Et aujourd'hui, ça dépend des métiers. On ne peut pas généraliser. Sur le métier de peintre et de plaquiste, par exemple, on a beaucoup moins de difficultés que pour le métier de couvreur zingueur. Par contre, il y a une vérité pour ce qui concerne l'attractivité des métiers. La vérité, c'est qu'il faut absolument que tous les enjeux de l'attractivité soient un sport d'équipe. Nous, on réussit à recruter des personnes dès lors qu'on le fait avec l'entreprise, dès lors qu'on le fait avec le financeur, dès lors qu'on le fait avec France Travail, avec les missions locales. Et chaque fois qu'on est plusieurs
à faire la promotion des métiers en utilisant à bon escient la presse quotidienne régionale qui joue le jeu sur la promotion des métiers, on arrive, c'est compliqué d'attirer des personnes. Vous êtes une femme, on apprécie énormément tout le travail qu'on conduit avec le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Et on œuvre beaucoup à la dégenrification des métiers. Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à dire féminisation des métiers. Donc, alors parfois c'est difficilement compréhensible, mais on préfère parler de dégenrification des métiers. Et on voit que sur des métiers du bâtiment, il y a de plus en plus de femmes aussi qui interviennent. Ce serait bien que dans les métiers d'auxiliaire puériculture, il y a un peu plus d'hommes. Comme ça permettrait de continuer à la société de pouvoir avancer. Voilà. Mais c'est toujours un vrai travail sur l'attractivité. Puis il y a des choses qui font mal. Aujourd'hui, 1 million d'apprentis, 160 000 apprentis dans le BTP, 120 000 dans l'industrie et 720 000 dans le tertiaire. Donc on voit bien qu'on a aussi besoin de travailler à l'attractivité des métiers du bâtiment et des travaux publics le plus tôt possible. Peut-être juste pour conclure, parce que je vois que le temps passe, mais il y a un travail qui est conjoint de toutes les organisations, que ce soit les organismes de formation, que ce soit les organisations professionnelles, c'est de rendre ces lettres de noblesse à ces métiers, parce que finalement, je pense que là, je dois prêcher que des convaincus, donc c'est presque... Voilà, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai une maman qui me disait, parce que je fais encore des forums de l'emploi ou de l'orientation, qui me disait, ouais, mais moi, mon fils, il voudrait être couvreur, mais moi, je préférais qu'il soit architecte. Je dis, mais pourquoi on peut encore dire ça en 2022 ? Parce que c'était il y a 2 ans. Je dis, comment c'est possible ? Je veux dire, c'est des carrières de couvreurs, c'est des métiers, aujourd'hui c'est comme les médecins. Vous aurez du mal à trouver un couvreur. C'est des très belles carrières avec un métier qui est magnifique, avec de la technique qui est incroyable. Et aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on puisse encore se dire ça. Pourquoi ? Alors quand je vois la difficulté qu'ont les jeunes architectes à trouver du boulot, j'ai encore du mal à comprendre, sans opposer, bien sûr. Et pour ce que vous disiez, le sens... ça dépend des jeunes chez les compagnons. Des jeunes qui sortent en post-collège, donc ont 16-17 ans, ils viennent plutôt par l'attrait de la technique ou le désamour de l'école, ça dépend, mais souvent quand même par l'attrait de la technique et du matériau. Et ce qu'on constate, c'est que ceux qui arrivent plutôt en post-bac, qui ont entre 19 et 20 ans, ils arrivent aussi par rapport à ce que le métier peut leur apporter comme sens. Alors, c'est pas une étude, c'est pas systémique, mais je discutais avec quelques charpentiers qui me disaient qu'ils avaient quand même à cœur de fabriquer des mises en scène. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas tous les charpentiers, évidemment. Il y en a qui sont aussi très attirés par le côté monument historique. Mais il y a quand même cette idée que le métier il est porteur de sens et de valorisation dans la société. Et je pense que c'est aussi ça qui va nous permettre de redorer un peu ces métiers dits manuels ou des métiers du bâtiment. C'est le sens que ça apporte et le service que ça apporte aussi à toutes les personnes qui ont besoin qu'un artisan ou une entreprise intervienne chez eux. Bon, je vous remercie tous. J'ai 2 petites choses à ajouter. La première, c'est que ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'hydrogène, il y a dans le hall H3, sur le stand des professionnels du gaz naturel, une petite démonstration de Dietrich qui montre un dosseret de chaudière qui fabrique l'hydrogène sur site à partir de l'eau, mélange cet hydrogène au gaz et alimente une chaudière murale. La deuxième chose, c'est que dans mon expérience, le monde du bâtiment est un des rares en France, avec celui de l'industrie peut-être, qui permet à un apprenti de devenir dirigeant d'entreprise. Dirigeant d'entreprise qu'il aura créé, mais aussi dirigeant d'une grosse entreprise. Je suis en train de préparer un article en faisant l'inventaire de directeurs chez Eiffage et directrices, Eiffage, Bouygues et Vinci, qui ont commencé comme apprentis. J'espère que ça sera fini début décembre. Merci. Ma carte et peut-être prendre la vôtre. Je travaille au ministère